Bonjour, mon nom est Julie Ducharme et je vais vous parler de mon projet personnel que j'ai fait sur l'aménagement flexible. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir à ma disposition un local de psychomotricité et on faisait à l'intérieur de ce local-là des séances tirées de la pratique psychomotrice au couturier. Donc, mes élèves de première année, quand ils ressortaient de ces séances-là, ils avaient bougé, ils s'étaient dépensés au maximum, donc ils étaient plus disponibles et concentrés pour faire les apprentissages. Cette année, j'enseigne en 3e année et malheureusement, j'ai plus accès au local qui est dédié à des élèves de préscolaire et de premier cycle. Mais cette année, j'ai des élèves là, qui ont besoin de constamment bouger dans ma classe pour rester concentrés. Donc, il y en a qui sont tout simplement pas disposés à s'asseoir. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'inclure dans ma gestion organisationnelle un aménagement flexible. Je vais vous expliquer ce qu'est un aménagement flexible. Donc, selon Josiane Caron-Santa, qui est une ergothérapeute pédiatrique, l'aménagement flexible, c'est une philosophie qui prône la réorganisation de la classe dans un aménagement moins traditionnel visant à offrir des postes de travail variés aux élèves. Donc, on prend en considération les besoins individuels de l'élève plutôt que les besoins de groupe. Donc, les élèves sont invités à choisir leur poste de travail. Le but de cette approche est de répondre aux différents besoins de l'enfant afin d'optimiser la posture, l'attention et les apprentissages. Donc, je vais maintenant vous parler de la planification. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la planification, il faut s'attendre à avoir beaucoup de gestion quand on est enseignant et qu'on veut se lancer dans l'aménagement flexible. Bien, tout d'abord, c'est sûr que Mme Caron-Santa suggère de suivre une formation avec un ergothérapeute afin d'avoir une bonne idée de ce qu'est le contrôle postural. Parce qu'effectivement, il y a certains élèves qui ont un contrôle postural immature et dont les postes de travail ne conviendront pas à leur type de posture. Donc, de cette façon-là, si on est renseigné, on peut les aider à adopter un contrôle postural optimal pour leur apprentissage. Puis, elle recommande aussi de connaître le profil d'apprentissage de nos élèves pour pouvoir les guider selon les différents postes de travail qui vont être mis à leur disposition. Elle suggère aussi d'avoir une bonne connaissance des équipements qui est fait pour l'aménagement flexible et de connaître le potentiel de chacun. Puis, il faut aussi former les élèves pour qu'ils ne prennent pas seulement le siège qui leur semble le plus intéressant ou le plus amusant. Il faut que leur choix s'arrête sur des assises qui vont permettre d'optimiser leur attention et leur qualité d'écriture. Il y a aussi Caroline Mainville, qui est également une ergothérapeute pédiatrique, qui suggère de penser à avoir des assises et des surfaces de travail de différentes hauteurs pour pouvoir répondre aux besoins physionomiques de chacun des élèves. Parce qu'en effet, c'est important que les élèves, quand ils travaillent, ils aient les talons au sol et le pli du coude au niveau de la table de travail. Caroline Mainville mentionne que si on utilise des ballons ou des coussins d'air qui sont des assises qui sont moins stables, de ne pas le faire pour une durée de plus de 15 minutes parce que dans ce moment-là, étant donné que c'est instable, les élèves ils mettent beaucoup d'énergie à se mettre stable et leur énergie est dépensée sur le contrôle postural. Donc, ils n'ont plus d'énergie pour se concentrer sur la tâche à effectuer. Aussi, il faut veiller à ce que les élèves aient une surface de travail stable et il faut penser également où on donne les consignes et quelle position on veut que les élèves adoptent pendant qu'on est en train de donner des consignes de groupe. Une fois qu'on a pensé à tout ça, il faut penser à notre clientèle. Donc, quel genre de clientèle convient à l'aménagement flexible? Bien, ça ne convient pas à tous les élèves parce qu'il y a des élèves qui préfèrent travailler sur des surfaces de travail connues, comme les pupitres qu'on a actuellement en classe. Toutefois, il y a des élèves qui ont besoin de constamment bouger afin de se réguler, c'est-à-dire de maintenir leur capacité d'éveil et d'attention, par exemple en mâchant de la gomme, en bougeant nos pieds en dessous du bureau. Et ça, c'est le travail du système vestibulaire, de faire en sorte qu'on peut s'auto-réguler. Il y a aussi plusieurs élèves qui ont des particularités sensorielles pour lesquelles la classe flexible n'est pas envisageable. Donc, on a catégorisé les élèves en 3 catégories. Il y a les élèves qui sont hyporéactifs, donc c'est les élèves possédant un trouble déficitaire de l'attention. Ce sont des élèves qui ont besoin de beaucoup bouger pour rester concentrés. Donc, ils peuvent être une bonne clientèle pour l'aménagement flexible. On a les élèves qui sont en recherche sensorielle. Donc, ça, c'est souvent les élèves qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Eux également sont souvent en recherche
le stimulus, donc sont également une bonne clientèle pour l'aménagement flexible. Par contre, on a les élèves qui sont hyper réactifs, donc c'est les élèves qui présentent des caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme ou encore des élèves qui sont sensibles, ben, étant donné qu'il y aurait de la surstimulation ou trop de changements en classe, donc c'est pas une clientèle pour l'aménagement flexible. Ensuite de ça, ben, l'instauration. Il faut réfléchir si on veut une classe flexible en tout temps, donc c'est-à-dire que les élèves peuvent bouger à leur guise à n'importe quel moment en classe, ou si l'enseignant veut décider du moment où on fait les changements de poste de travail. Une fois qu'on a pris ce genre de décision, mais c'est avantageux de donner accès à tous les postes de travail à tous les élèves pour qu'ils puissent évaluer leur confort et puissent dire, ben, est-ce que vraiment à ce poste de travail-là, je suis confortable, je suis concentrée, j'ai une bonne posture et j'ai une bonne qualité de travail écrit. Donc, l'enseignant doit les guider pour qu'ils deviennent autonomes là, à choisir le poste de travail qui leur convienne le mieux. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'il y a des effets positifs. Donc, les effets positifs, il y a la canalisation du surplus d'énergie, l'augmentation de la motivation et de l'engagement, l'amélioration du contrôle postural. C'est certain que l'élève se sent de plus concerné par ses apprentissages parce qu'il peut choisir l'espace et le mobilier qui convient le mieux à ses besoins. Donc, l'enfant, il apprend donc à reconnaître ses besoins et ses sensations internes, donc il peut devenir plus autonome et il peut pratiquer l'autocontrôle. Ensuite, il y a des effets négatifs. Donc, si l'élève est en train d'apprendre la motricité fine et qu'il n'y a pas un bon contrôle postural, ça peut être difficile pour lui d'apprendre la motricité fine. De plus, c'est pas l'idéal pour l'apprentissage de la bonne prise du crayon. Aussi, selon les postes de travail qui sont suggérés et utilisés, quelquefois, ben, ça nuit au développement de la coordination main-œil. Puis, si les élèves peuvent changer de poste de travail à leur guise, mais des fois, ça peut nuire au niveau attentionnel également. Ensuite de ça, bien, c'est important d'offrir des postes de travail en position debout, en position assis et à plat ventre sur le sol parce que ça vient travailler notre tonus et nos muscles du tronc. Caroline Mainville suggérait 4 exemples quand on fait un aménagement flexible, elle suggérait 4 îlots de travail. Donc, on peut mettre des pupitres, ça c'est l'exemple numéro 1, des pupitres, avec autour une chaise ballon, ballon texturé, ballon peanut, un tabouret oscillant et une chaise avec coussin style Move and Sit. Pour notre deuxième station, on pourrait mettre une table basse avec des chaises de sol ou encore des blocs de yoga. Pour notre troisième station, on pourrait mettre des tables hautes avec des coussins d'équilibre, une planche d'équilibre, un petit banc en style Ikea si on désire mettre un pied. Et au sol, on peut mettre des chaises de sol, un coussin disco-sit, un beanbag, une chaise coquille, des planches avec des pinces et des plateaux à genoux. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, c'est sûr que quand je suis sortie de cette formation-là, j'étais enchantée de voir tous les types d'équipements qui existaient pour faire un aménagement flexible et faire en sorte que mes élèves puissent bouger constamment durant les apprentissages parce que c'était ce que je recherchais, c'était mon besoin et c'était le besoin de mes élèves. C'est sûr que j'ai réalisé que ça prenait beaucoup d'organisation et de planification, puis on ne décide pas de tout changer du jour au lendemain pour que ce soit vraiment bénéfique et ergonomique également. J'ai donc décidé de l'implanter tranquillement, l'aménagement, et moi, c'est un aménagement semi-flexible, c'est-à-dire que c'est moi qui décide quand les élèves changent de poste de travail, et pour l'instant, je l'ai instauré seulement durant mes périodes d'atelier. Donc, je permets à mes élèves là, de travailler assis, le dos appuyé au mur, de travailler debout au mur, couché par terre sur le rebord de la fenêtre. Donc, ces positions-là permettent aux élèves de faire des choix. Ils leur permettent de travailler la posture et c'est totalement gratuit. Donc, il est certain que mon souhait, c'est de me diriger vers une classe semi-flexible d'ici les prochaines années parce que je crois que si on prend le temps de bien se former, de bien se renseigner auprès de spécialistes comme les ergothérapeutes, de choisir du matériel adéquat et d'avoir un budget approprié, bien, ce type d'aménagement-là ne peut être bénéfique que pour nos clientèles futures. Donc, je souhaite avoir éclairci les enseignants sur ce qui est véritablement un aménagement flexible. Merci.